Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir et de vous avoir à mes côtés à l'UNESCO aujourd'hui pour le think tank de Marie-Claire pour parler d'un sujet qui m'est cher et que je porte depuis 10 ans, les femmes et la tech. Alors, ce sujet d'ailleurs qui devrait vraiment devenir les femmes tout court parce que la tech, elle est partout, dans nos vies pro, dans nos vies privées, dans toutes les décisions, dans nos achats, dans tout ce qu'on fait. Et j'étais il y a 2 jours à l'Élysée où le président de la République disait « le Covid aime le numérique ». Alors justement, cette phrase qui derrière en dit long sur qu'est-ce qu'il va se passer et qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs pendant ces 2 mois et demi de confinement où on a vu cette transformation digitale s'accélérer de façon phénoménale. Ce qui s'est passé en 2 mois aurait dû se passer en 2 ans. Est-ce qu'on était prêts dans les entreprises? On va en parler un petit peu plus tard. Et comment est-ce que justement les femmes doivent prendre cette opportunité d'être vraiment partie prenante et de créer ces innovations de demain, et on en parlera aussi tout à l'heure. Simone de Beauvoir disait il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question. N'oubliez jamais cela et soyez vigilants toute votre vie. Est-ce que, et j'espère qu'on en parlera et qu'on trouvera cette optimiste de la volonté de changer ça, mais est-ce qu'on n'a pas ce sentiment-là de ce qui s'est passé avec cette crise et ce miroir grossissant finalement des inégalités, de ce qui est en train de se passer et de ce qui s'est passé dans les années 70, quand le numérique a pris ses lettres de noblesse, où les hommes s'y sont emparés, ou avec ces métiers prestigieux, on ne veut pas répéter cette histoire. Et c'est important d'être vigilant et de montrer l'exemple. Et justement, avant de vous entendre sur les propositions du think tank Marie-Claire et d'écouter ce qui a retenu votre attention sur ces modifications, c'est important de rappeler 2 choses. 1, la part des femmes qui travaillent dans le numérique a baissé de moitié comparé à il y a 20 ans. Et 2, on estime à 1 million le manque de personnes aux compétences informatiques suffisantes pour faire face aux transformations à venir. Alors, ne nous privons pas de cette moitié de l'humanité, ce 50% de force de travail. Et je vais commencer avec vous, Nadi Bounana. Vous êtes directeur interministériel, directeur de la direction interministérielle du numérique. Comment, justement, qui est finalement comme une DSI de l'État, comment est-ce que vous... racontez-nous ce que vous faites et comment vous montrez l'exemple. Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la direction interministérielle du numérique, c'est la DSI groupe de l'État. Notre rôle, c'est de développer la performance du service public grâce au numérique, la qualité du service qui est proposé aux citoyens, mais aussi, on a dans nos objectifs l'inclusion, aller chercher toute une partie de la population qui pourrait être exclue du service public du fait de l'émergence de ces technologies. Pendant la crise, il y a un nouvel objectif majeur, je dirais, qui s'est développé, c'est celui de la souveraineté. Et la souveraineté numérique, ça ne se gagne qu'en étant performant, qu'en étant attractif, qu'en recrutant finalement au sein de l'État des talents qui sont rares aujourd'hui, qui sont très disputés sur le marché. Et donc c'est fondamental de ne pas nous priver, comme vous le disiez, de 50% du potentiel de ces talents, donc d'être capable de faire croître cette capacité, mais c'est fondamental également de proposer des conditions de travail, de proposer un bien-être au travail qui rendent l'État attractif. Donc pour nous, c'est vraiment indispensable de nous intéresser à cette question de l'égalité, mais également à la question de la diversité, pour faire en sorte que la fonction publique, et en particulier que le numérique au sein de l'État, représente bien la société que nous devons servir. Merci. Merci Nadi. Julie Ranty, vous êtes on se tutoie, Managing Director de Vivatech. Je suis ravie de te revoir. Est-ce que tu peux justement, Vivatech qui cette année a malheureusement été repoussée à 2021, comment est-ce que vous travaillez et quelles sont dans ces propositions qu'a représenté le think tank AGI pour l'égalité de Marie-Claire, qu'est-ce qui retient ton attention et qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre? Merci Delphine et bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour un premier format d'événement avant de reprendre les vrais grands événements. C'est déjà très agréable de se retrouver, ne serait-ce que nous, au travers d'un panel. Vivatech, effectivement, la place des femmes, c'est un sujet qui nous est cher depuis la création, puisque tu le rappelais,
il y a trop peu de femmes dans la tête aujourd'hui. Si on regarde simplement sur les startups, il n'y a que 10% de femmes à la tête des startups en France aujourd'hui. Donc c'est un combat auquel on participe et auquel on contribue depuis la création. Un point, moi, qui m'est très cher, c'est, et une des actions qui, je pense, peut vraiment changer les choses, en tout cas à court ou moyen terme, c'est le sujet des quotas. Et ça fait partie des propositions du think tank de Marie-Claire. Je pense que c'est une période transitoire, les quotas, il ne faut pas le voir comme une fin en soi, mais je pense qu'on doit en passer par là pour faire bouger les choses. Parce que ça va créer, ça va mettre des femmes à la tête de start-up, ça va mettre des femmes dans les boards des différentes boîtes, ça va faire bouger les lignes, ça va créer des rôles modèles, ça va donner envie à d'autres femmes de se lancer. Donc je pense que ça, c'est une très bonne mesure, et c'est aussi pour ça que typiquement à Vivatech, depuis la création, nous, on a mis à notre niveau, à notre échelle, une politique de quotas. Il y a 40% de femmes speakers, et on vise rapidement les 50% de femmes speakers sur nos stages. Merci Julie. J'ai eu la chance d'en faire partie. Il y en a tellement, tellement de femmes. Sophie également. Alors justement, on parle des femmes. Olivier, du coup, je me tourne vers toi, naturellement. Directeur de Salesforce France, une grande entreprise. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rôle au quotidien et puis ces propositions qui ont retenu votre attention? Alors c'est en effet un sujet étonnant. La tech, c'est fondamental dans nos vies. Depuis 10 ou 20 ans, il y a une accélération exceptionnelle, une combinaison de technologies qui sont arrivées, comme vous le disiez tout à l'heure, qui sont arrivées à la maison et puis qui sont arrivées dans les entreprises. Et donc on peut aimer ou on peut haïr, mais on ne peut pas éviter. Ou on ne peut plus éviter. Et c'est le support des transformations de toutes les entreprises, un des supports. Et on trouve dans la tech beaucoup moins de femmes que dans d'autres secteurs. Incroyable. Je pense que la première raison, c'est qu'on n'a jamais, on ne s'est pas bien expliqué. On n'a pas eu la bonne communication sur ce que c'est vraiment que la tech. La tech, c'est pas que développer. Et d'ailleurs, dans le métier de développement, il y a des femmes qui sont brillantes et qui adorent ce métier. Donc, dans ce métier-là, mais il n'y a pas que ce métier-là. Il y a aussi à quoi ça sert ou comment on peut l'utiliser. Et donc, il y a énormément de potentiel, de développement et de carrière dans la tech sur des tas de métiers que personne ne connaît. D'ailleurs, des métiers qu'on est en train de réinventer, qui n'existaient pas il y a 5 ans. Dans la boîte où je travaille, Salesforce, depuis 10 ans, on a inventé le métier de Customer Success Manager. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, tout le monde en parle dans beaucoup d'entreprises. S'assurer du bon usage des solutions pour lesquelles on investit. Et il y a des tas de métiers qui sont en train de se créer. On sait que 70% des métiers des 5 ou 10 prochaines années, on ne les connaît pas aujourd'hui. Et pourtant, on n'arrive pas à attirer plus. Donc il faut mieux communiquer et il faut communiquer avec sincérité. Alors les mesures que je retiens d'abord et avant tout, c'est des mesures en fait sur l'éducation, sur aider, et deux choses, et la formation. En interne, former tout le monde aux stéréotypes, aux biais, pour que tout le monde soit conscient de l'existence de biais et de stéréotypes et que tout le monde comprenne que ce n'est pas une maladie, que c'est juste normal d'être confronté à ça pour pouvoir mieux le comprendre et mieux avancer en égalité. Et une autre série de propositions sur demander aux managers d'une entreprise de passer plus de temps avec les écoles, mais d'en faire une cadence, d'en faire quelque chose de presque d'automatique, pour aller parler le plus tôt possible à toutes les tranches d'âge, en association avec l'éducation nationale et les écoles, de ce que c'est vraiment que la tech. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. C'est un sacré chemin, un sacré voyage. Ça va prendre du temps. On va gagner si on s'associe tous ensemble. Merci. Et justement, alors les écoles, Sophie Vigier, managing director de cette belle école 42, justement, tu peux nous raconter ce point de vue-là, et puis ces mesures qui t'ont Oui, bien sûr. Donc, bonjour aussi à toutes et à tous, merci beaucoup. Donc 42, c'est 4000 étudiants à Paris, c'est aussi un réseau international et on a 10 000 étudiants maintenant dans le monde entier, et c'est une valeur qui est portée par 42, donc cette attention toute particulière à la mixité. 42, ça a été fondé en 2013, il y avait 7% de femmes au départ, ce
qui était déjà pas mal finalement par rapport aux autres écoles de ce type-là. C'est étonnant, mais c'était déjà pas mal, parce que les autres sont plutôt vers 4-5%. Et puis en 2018, quand je suis arrivée à la direction, il y avait 14%. Voilà. Eh bien, en activant différents leviers, en mettant toutes les troupes en ordre de marche, en un an, on est passé de 14 à 21%. Et là, cette année, on va arriver à peu près à 28%. Ce qui est considérable, surtout quand, tu l'as tout à fait bien dit tout à l'heure, on sait qu'il y a eu un recul entre 2013 et 2018 de 11% dans le monde professionnel et 6% dans les formations. Donc l'objectif pour 2021 serait d'arriver à 30-35%, ce serait formidable, parce que c'est vraiment le cap psychologique où on est 1 sur 3 et où on ne se sent plus une minorité. Et pour y parvenir, on va continuer à utiliser tous les leviers et les actions qu'on a mises en place qui ont été extrêmement efficaces. C'est d'abord un écosystème, donc travailler avec d'autres acteurs, donc travailler avec des associations qui sont actives et engagées sur la mixité, comme la Journée de la Femme Digitale, comme 15 Tech, comme Wi-Fi, comme toutes ces associations-là. Pôle emploi aussi, beaucoup, avec qui on a travaillé pour pouvoir toucher justement des femmes sans emploi et leur montrer qu'est-ce que c'était que les métiers de la tech. On a aussi travaillé avec l'éducation nationale pour initier des jeunes filles au code. Et puis, bien sûr, c'est beaucoup communiquer en interne pour expliquer pourquoi avoir plus de femmes, ça va nous permettre de rester une des meilleures écoles au monde de développement informatique. Faire venir des speakers aussi comme modèle. Communiquer à l'extérieur aussi pour montrer qu'est-ce que sont les métiers de la tech. C'était très bien dit. Les femmes sont souvent victimes des stéréotypes et du coup ne savent pas vraiment de quoi il s'agit, tous les domaines dans lesquels on va pouvoir travailler, à quel point c'est des métiers pérennes, très intéressants, épanouissants et où on travaille avec plein de personnes. Et puis continuer à faire de 42 un lieu qui est un lieu épanouissant pour les femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire zéro tolérance au sexisme. Ça veut dire un lieu dans lequel on a même des attentions pour les femmes. C'est complètement bête, mais rien que ça, tu comprends qu'on sait qu'il y a des femmes de cet endroit-là, il y a des toilettes pour les filles avec des serviettes hygiéniques gratuites, avec des sèches-cheveux Dyson à la sortie des douches. Voilà, on a aussi des tea time, des moments particuliers qu'on passe avec les femmes. Et on n'a pas des quotas, c'est pas exactement ça, mais c'est pas loin. Pour le système de sélection, on réserve des places aux femmes jusqu'au dernier moment. Donc on réserve 40% de places, parce que pour l'instant c'est notre espoir, 40% de places pour les femmes. Et au dernier moment, si on n'a pas atteint ces 40%, on ouvre. Voilà. Et donc on maximise le nombre de femmes qui vont pouvoir participer à la sélection. Donc voilà, tout ça, ça nous a permis quand même d'avoir une très très nette et très belle évolution. Je pense qu'il fait bon vivre à 42 quand on est une femme aussi. 42%, c'est l'objectif alors. Oui, c'est ça. Ce serait pas mal, ce serait génial, franchement. Et tu y es pour beaucoup, Sophie. Isabelle Titali, ravie de te revoir, directrice du Centre d'innovation digitale de Sanofi. Alors, au cœur d'un moment important pour l'humanité, est-ce que tu peux nous en dire plus et puis parler des propositions qui ont retenu ton attention? Bonjour à tous, c'est vrai que c'est bon de se revoir en vrai, en fait. Oui. Le vrai, c'est bon aussi. Le digital, c'est bon, mais le vrai, c'est bien aussi. Oui, alors dans le Centre d'innovation digitale de Sanofi, ce que nous faisons, c'est que nous identifions et nous développons des solutions digitales qui vont s'appuyer sur une nouvelle technologie. Bien sûr, la data, l'intelligence artificielle. On travaille aussi beaucoup sur les sujets de télémédecine, téléconsultation, etc. Donc pour développer des solutions qui vont apporter de la valeur aux patients, en particulier sur les aires thérapeutiques sur lesquelles nous travaillons. Alors, on est bien évidemment aussi intéressés, touchés, confrontés au sujet de la féminisation en fait, des équipes. Nous travaillons beaucoup avec les équipes de l'informatique, l'IT, où on a à peu près, alors il paraît que c'est bien, moi je trouvais que c'était peu, 27% de femmes dans nos équipes IT, et on a un objectif d'augmenter en fait, de passer à 50% la parité à horizon 2025. On en reparlera peut-être de la façon dont on procède. C'est un élément important, alors d'autant plus, je pense, quand on travaille sur des sujets comme ceux de la santé, où on ne peut pas imaginer, en tout cas moi je n'arrive pas à imaginer la préparation de la santé du futur sans l'implication des femmes. Et donc la mesure qui me paraît la plus efficace à l'ère de la data, c'est aussi fixer des quotas. Fixer des quotas parce qu'à un moment donné, il faut compter. C'est-à-dire si on veut progresser, si on veut accélérer, il faut compter. Alors j'ai beaucoup hésité avec la mesure sur le rôle modèle. Et puis après, je me suis dit, mais le rôle modèle, en fait, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, certains savent très bien s'en accommoder. C'est-à-dire qu'on va mettre des femmes sur l'estrade, on va les faire parler, elles vont effectivement expliquer leur parcours, très probablement inspirer, mais certains s'en accommodent car certaines de ces femmes ne sont pas à la table des décisions.
Et moi, ce que je crois, c'est que sur les sujets de la tech, il faut à un moment donné aussi que les femmes soient présentes, mais soient aussi à la table des décisions. Et donc pour ce faire, il faut compter. Fixer des quotas, il faut aussi avoir la transparence de les partager. Il faut mettre en place des plans d'action, suivre ces chiffres, voir leur évolution et mettre en place des ajustements si nécessaire. Alors ça paraît un peu contraignant et c'est pas forcément très simple à mettre en place au sein des organisations, mais je pense que c'est véritablement grâce à cela qu'on va pouvoir faire évoluer les modèles. C'est ce qu'on essaie de faire chez Sanofi. On a aujourd'hui, sur nos 100 000 collaborateurs, à peu près 47-48% de nos employés sont des femmes, donc un employé sur deux est une femme chez Sanofi. Quand on regarde en fait les top leaders, on se retrouve avec un pourcentage de 37%. On s'est fixé des quotas à horizon 2025, on veut qu'une femme sur deux soit parmi les top leaders chez Sanofi. Et je pense que c'est comme cela qu'on va pouvoir faire évoluer les choses. Ce qui est aussi important, c'est que ça se passe dans l'ensemble de l'organisation et aussi dans la tech. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas à ces pourcentages ou à des pourcentages plus élevés, même dans des fonctions dites support, où on retrouve, c'est vrai, plus de femmes, sans que ce soit du tout péjoratif. Mais il nous faut pousser ces sujets-là sur l'ensemble des structures, et en particulier, je pense, le sujet de la tech. Et alors justement, sur ce principe des quotas sur lequel je rejoins entièrement, et je suis entièrement d'accord, il y a un autre sujet sur lequel maintenant on va se concentrer. Pour justement atteindre ces quotas, il faut que des femmes arrivent à des postes clés de décision, de pouvoir, et on le sait, le numérique est le nouveau pouvoir d'une entreprise. Pour ça, il faut qu'on arrive à faire que ces femmes, d'abord on les recrute, mais ensuite qu'elles restent dans la tech. Il y a une étude de la Harvard Business School qui montre qu'aux États-Unis, 56% des femmes dans la tech quittent le secteur au milieu de leur carrière. Alors, justement, et je m'adresse à vous, Nadine Bouana, l'égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause du quinquennat du président de la République. Quels sont les projets, les initiatives que vous menez au sein du gouvernement pour, justement, au sein de l'administration, pour qu'il y ait une présence plus marquée des femmes, et comment est-ce qu'on fait évoluer les femmes au sein d'une grande administration française comme la nôtre. Alors, je voudrais peut-être démarrer en rappelant qu'au sein de l'État, même si cela peut paraître contraignant pour beaucoup de gens, il y a un système qui s'appelle la gestion statutaire qui garantit en fait l'égalité de traitement, l'égalité de rémunération de l'ensemble des agents publics. Et c'est, j'ai envie de dire, déjà pour commencer, un levier sur lequel nous nous appuyons concrètement pour garantir cette équité de traitement. Le deuxième point qui est là aussi assez concret, que l'on essaye de développer, c'est celui de la manifestation spontanée des femmes pour prendre des postes de responsabilité. Et au sein de l'État, nous avons en particulier mis en place un système de mentorat, donc un réseau de soutien, justement pour favoriser la prise de responsabilité des femmes. Et en complément de cette prise de responsabilité, il y a un autre système qui est développé, qui est celui des reconversions. On le voit, je le citais tout à l'heure sur la question de la souveraineté, nous avons besoin de faire arriver des profils nouveaux pour se saisir des opportunités numériques au sein de l'État. Et le numérique, comme ça a été très bien dit juste avant, ce n'est pas que du développement, c'est des métiers du droit, c'est des métiers de l'UX, c'est des métiers des usages. Donc c'est des métiers où on a déjà un potentiel d'employabilité très fort, en particulier parmi les femmes, qu'il faut être capable d'aller chercher et de soutenir dans la prise de poste. Et puis peut-être un dernier point, on a observé dans le lancement des campagnes d'intrapreneuriat au sein de l'État que spontanément, les femmes étaient nombreuses. On arrive quasiment à l'égalité, on a 45%, 46% de femmes qui prennent des responsabilités en intrapreneuriat, qui candidatent et qui prennent ces projets en première ligne. Et donc c'est vraiment quelque chose que l'on va essayer de développer, parce que c'est également une manière d'identifier, de sourcer ces profils qui sinon ne sont pas dans les radars. Et ces profils qui sont sourcés ensuite, on les orientera beaucoup plus facilement vers des postes à responsabilité. Et est-ce qu'il y a des points de vigilance, justement,
qui vous semble important de nommer? Je dirais que ça doit être la même chose pour tous les grands groupes. Il est important qu'au moment où l'on met en place les méthodes de travail au sein des directions, que l'on favorise l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, des rythmes de travail qui sont finalement conformes. Et ça ne bénéficie pas qu'aux femmes, ça bénéficie également parfaitement aux hommes. Et je dirais, on rentre dans un modèle de travail qui est beaucoup plus sain pour tous. Le fait de ne pas organiser de réunions stratégiques régulières le mercredi, le fait de ne pas commencer des réunions à partir de 18h, en fait, ça bénéficie à tous. Et donc, c'est important de se saisir de ces opportunités qui sont désormais en visibilité grâce à l'égalité pour changer la manière de travailler dans l'administration. Tous les experts s'accordent à le dire, merci pour ça Nadie, s'accordent à le dire, face à la crise qui se profile, il va falloir innover doublement. Alors Julie, je me tourne vers toi pour parler de la French Tech aussi, avec ces 25 licornes qu'avait annoncé comme objectif, et aujourd'hui il y en a 13, mais qu'on va réussir seulement dans un modèle inclusif. Pourquoi, d'après toi, la part des femmes qui travaillent dans le numérique a-t-elle autant baissé, et comment est-ce qu'on fait pour rendre plus visibles les femmes au travers de rôles modèles, on en a parlé, mais comment susciter cette vocation chez les jeunes, et puis effectivement parler du numérique, pas juste de l'entre-soi de développeurs, mais que le code, avant on apprenait le latin, le grec qui sont des langues mortes, et aujourd'hui le code est un langage bien vivant et que c'est important de l'apprendre, mais pas que ça. Est-ce que tu veux nous donner ton point de vue? Le premier point, je pense, c'est démarrer très tôt, c'est démarrer par l'éducation. Je pense que c'est vraiment donner à tous l'envie, le goût du code. C'est une structure de réflexion, ça te permet d'acquérir la logique et ça te servira même si après tu ne deviens pas développeur. Et ça, je pense que vraiment cette curiosité, c'est vraiment pas pour faire de tous les enfants des développeurs de demain. Hein. C'est vraiment plus pour les intéresser à ça, leur permettre de comprendre cette logique et leur permettre de ne pas se retrouver demain quand ils travailleront dans une boîte de la tech ou dans n'importe quelle autre boîte, complètement exclus de ces conversations-là. Parce que je pense que c'est hyper important de créer des passerelles entre les développeurs et toutes les autres fonctions dans l'entreprise. Le deuxième, on l'a évoqué, c'est des rôles modèles. Donner envie très tôt aux jeunes femmes de suivre des parcours scientifiques, de développement et d'aller travailler dans des boîtes tech et du numérique et pas seulement sur ces fonctions de développeurs, mais se dire qu'il y a plein de métiers dans le marketing, dans les sales, dans le droit, tu l'évoquais, qui ont besoin de talents pour faire croître ces secteurs qui sont ceux qui créent de l'emploi demain. Un autre sujet très spécifique, je pense, aux startups, c'est valable, ce que je viens d'évoquer, je pense que c'est valable sur le numérique au sens large. Un sujet très spécifique aux startups, pas qu'à la French Tech, hein, vraiment dans tous les écosystèmes tech internationaux, c'est le sujet du financement. Aujourd'hui, les femmes, quand elles fondent leur boîte, elles ont beaucoup moins de chances que les hommes de lever des fonds. Et donc, beaucoup moins de chances que les hommes d'accélérer, de recruter les bons talents, de faire les bons investissements en marketing et d'avoir une croissance qui leur permette de créer des emplois. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'il y a trop peu de femmes investisseurs. Et qu'en fait, il y a un biais qui a été prouvé par plein d'études hyper rigoureuses, c'est que les hommes investisseurs ont tendance à investir dans des projets portés par des personnes qui leur ressemblent. Et donc aussi par des hommes qui sont à la tête des startups. Donc ça crée un cercle vicieux. Donc une des premières manières de le casser, c'est de se dire, ok, moi je suis patron d'un fonds, je suis patronne d'un fonds demain. Une des premières mesures, c'est que je vais recruter plus de femmes dans les investisseurs. Le deuxième, c'est d'accepter de suivre le nombre de femmes dans lesquelles j'investis. C'est vraiment, aujourd'hui, il faut beaucoup plus de transparence, on a accès à toute cette data, il faut accepter de, je ne sais plus qui l'avait dit, compter les femmes pour que les femmes comptent. Là, il faut vraiment le faire, quoi. Enfin, c'est se dire, ok, moi dans mon pipeline, j'ai peut-être 25% de femmes qui m'ont sollicité pour que j'investisse chez elles. À la fin, j'ai investi que dans 5% de boîtes portées par des femmes. Il y a un problème. Donc pourquoi ? Et comment je vais faire pour chercher plus de projets portés par des femmes ? Il y a un collectif en France qui s'appelle Sista,
qui est hyper actif sur le sujet et qui a fixé l'objectif de 25% de boîtes financées qui sont portées par des femmes. Et il y a de plus en plus de fonds de private equity qui sont en train de les rejoindre. Et ça, je pense que c'est une mesure fondamentale et sur laquelle il faut vraiment qu'on mette l'accent. Aujourd'hui, honnêtement, je pense que c'est un des principaux problèmes de la French Tech. Isabelle, peut-être tu veux rebondir là-dessus justement parce qu'il y a des opportunités là de lancer des startups. Alors oui, il y a des opportunités. C'est vrai qu'on y est très sensible. Alors on travaille beaucoup nous sur effectivement de l'identification de startups qui peuvent nous aider à porter les projets que nous souhaitons développer. On se met d'ailleurs souvent en mode de co-développement. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on est très sensible. Trouver des startups dans la tech, en santé, qui sont leadées par les femmes, il n'y en a pas beaucoup déjà pour commencer. Il y en a très peu. Très dernièrement, on a travaillé sur un sujet d'identification de startups qui pouvaient aider à aider et à supporter la situation Covid-19 de la pandémie. Et c'est vrai qu'on a identifié qu'à Startup, on est très content, 2 d'entre elles ont des cofondatrices qui sont des femmes. C'est quelque chose auquel on est effectivement attaché. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, ces 2 startups sont un peu différentes des 2 autres. Dans le mode, non, je peux pas le dire tout de suite parce qu'on est en train de discuter avec eux. C'est dommage. On aurait fait un mois plus tard, ça aurait été très bien. Mais on est en pleine discussion. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est, je pense, qui est important. Et on a aussi ce rôle-là, probablement en tant que grand groupe, lorsqu'on sélectionne des startups pour le développement ou le co-développement de solutions. Je pense que c'est aussi une de nos responsabilités. Je peux rebondir sur un élément. On parlait beaucoup de comment garder, c'est une question que tu posais, Delphine, les femmes dans les équipes. C'est une question que je me pose chaque jour. On a parlé des différents métiers. Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est basé sur mon expérience, c'est pas sur des chiffres, mais c'est donner du sens, en fait. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que quand je voulais soit attirer des jeunes talents, ingénieurs, femmes, ou garder des collaboratrices dans mes équipes, j'allais dire presque malheureusement, mais c'est un constat. Si je parlais de codage, de développement, etc., j'avais beaucoup plus de difficultés de les garder que si je leur parlais du sens. Nous allons fabriquer la santé de demain. Ce que nous faisons va apporter de la valeur aux patients. Ce que nous faisons doit porter nos valeurs d'éthique en santé digitale. Et là, en fait, ça parle davantage aux femmes. Et de les mettre, en fait, sur ces sujets, en responsabilité sur ces sujets, ça aide, en tout cas, c'est un support pour maintenir les femmes sur ces thématiques. Et aussi imposer une forme d'équilibre dans les échanges avec les hommes au sein des équipes. Parce qu'elles ont une voix forte à porter sur ces sujets. Et elles le font très bien. Absolument. Olivier, vous vouliez rebondir? Oui, je voulais rebondir parce qu'il y a tellement de choses intéressantes. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont déjà été dites sur le travail que la tech a à faire pour mieux sensibiliser le public, les gens qui ne connaissent pas bien la tech mais qui croient la connaître, de ce qu'on peut faire réellement dans la tech. Il y avait un vrai travail de communication, de sensibilisation et un travail à la source, comme on l'entend là. Et quelquefois, les quotas permettent d'aller plus vite que s'il n'y avait pas de quotas. On n'est pas obligé d'avoir des quotas pour avancer. Moi, j'ai changé le comité de direction il y a 6 ans chez Salesforce en France. On ne m'a pas donné un quota, j'ai décidé que ça allait être 50-50. Mais si on veut que plein de sociétés le fassent, il vaut mieux un quota. Donc, maintenant, pour garder les femmes dans la tech et leur permettre de développer une carrière, de se développer pendant longtemps, il faut les écouter d'abord. Et donc, il faut s'associer à des communautés dans les entreprises qu'on peut créer. Chez nous, ça s'appelle Women Network ou d'autres. C'est des salariés hommes et femmes, ou femmes et hommes, qui sont sensibilisés à l'égalité homme-femme au travail. Et c'est très bien qu'il y ait des hommes là-dedans, d'ailleurs, parce qu'avec des femmes, ça serait louche. Donc, il y en a 9000 chez nous dans le monde, plus de 200 en France, et elles sont force de proposition, force d'écoute. Elles expliquent des tas de choses qu'on aurait pu oublier en tant que dirigeant, parce qu'on peut être pris sur autre chose. Bien les écouter et prendre des décisions comme gros congé paternité, plus de 12 semaines chez nous au-dessus de la loi, comme les aider quand ils reviennent d'un congé de maternité. Par exemple, le premier mois est payé full, mais ils travaillent 4 jours sur 5. Et des tas de possibilités de flexibilité offertes par notre société, après les avoir écoutées, pour les aider à être heureuses en fait, et aussi à bouger dans la boîte de façon transversale. Pour finir, les aider à améliorer leur confiance en elles. J'ai remarqué, je ne sais pas expliquer ça,
Pourquoi les hommes auraient plutôt tendance à avoir trop confiance en eux et les femmes l'inverse? C'est dommage. Quelquefois, c'est très dommage pour les hommes, mais c'est encore plus dommage pour les femmes. Donc, par exemple, aider les femmes dans une entreprise à avoir confiance en elles et à mieux se développer. On a lancé une petite initiative comme ça chez nous et ça s'est transformé en 5, 10, 15, 20, 100, 150 personnes qui se sont formées, au début avec des femmes, maintenant il y a aussi des hommes, d'ailleurs c'est bien, mais c'est quelque chose qui prend une dimension colossale chez nous et qui permet à plein de femmes de comprendre leur potentiel de développement dans la société. On doit aider les femmes à comprendre tout leur potentiel. Et Sophie, peut-être tu peux rebondir là-dessus sur les femmes en minorité quelquefois ou d'autres choses. Oui, sur absolument tout ce qui a été dit. Je crois qu'on partage beaucoup en fait les mêmes points de vue, les mêmes valeurs. Déjà sur le rapport au sens, c'est vrai que y compris, alors, en effet pour les attirer dans l'entreprise, ça je comprends tout à fait, mais même en fait pour les attirer dans des écoles comme 42, oui. C'est qu'en fait on voit bien que les femmes vont pas se diriger vers un domaine juste pour le domaine en lui-même, juste pour coder parce que le code c'est super et c'est intéressant, c'est qu'elles ont besoin de comprendre et de se dire qu'est-ce que je vais faire avec exactement, à quoi ça sert, comment est-ce que je vais avoir un impact et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça. Ça vient quand même aussi beaucoup de l'éducation, puisqu'on éduque très différemment nos petites filles et nos petits garçons. Et sur le manque de confiance, je crois que ça vient aussi beaucoup des injonctions qui ne sont pas les mêmes. Et un petit garçon, on lui demande souvent soit fort, et une petite fille, on lui dit soit parfaite. Et qui est pas ça commence là, ça commence là, bien entendu. Et du coup, évidemment, ça donne pas le même sens de la possibilité. Et on voit bien qu'un petit garçon qui saute, on va lui dire ah, qu'est-ce qu'il est téméraire et amusant. Une petite fille, non, faut pas faire trop de vagues. Et il faut que ça se passe correctement. Donc il n'y a pas tout à fait, bien sûr, la même éducation. Et en effet, c'était très bien dit. Moi-même, j'arrive un peu après la bataille parce que 42, c'est à partir de 18 ans. Enfin, on prenait un peu plus jeune, mais encore faut-il qu'ils aient le bac. Mais c'est vrai que ça commence très tôt et que de mettre le code, mais pas que le code, c'est-à-dire en effet comprendre comment ça fonctionne et comment le monde digital fonctionne, c'est très important. On éduque déjà nos enfants. À partir du moment où il y a eu l'électricité, ça a complètement modifié aussi les cours et les domaines qui ont été appris à l'école. Donc là, c'est très important, mais de leur apprendre aussi la littératie numérique, à utiliser le numérique, à comprendre quelle est leur image sur Internet et surtout, apprendre à chercher, trier et vérifier de l'information. Ce sont des compétences qui sont absolument fondamentales et dont on doit doter nos enfants plutôt que d'écouter quelqu'un qui va te transmettre l'information et qui peut pas ce qui est complètement décorrélé de l'évolution du monde actuel. Et comme le disait Julie, ça peut marcher dans tous les métiers. Bien sûr, complètement. Ça aide dans tous les métiers. Mais évidemment, et surtout, ça aide à devenir citoyen aussi, parce que qu'est-ce qu'on va faire de tous ces jeunes qui n'ont pas eu les moyens ou dont la famille n'a pas permis de pouvoir être sensibilisés au numérique, des citoyens qui ne seront pas en capacité d'exercer leur citoyenneté. Donc avec 42, on va mener une expérimentation avec l'éducation nationale, je croise les doigts, j'espère dès janvier 2021, pour l'apprentissage du code et de la littératie numérique dès le CM1, CM2 et dans un cadre pédagogique innovant comme à 42. Formidable. Et à ce moment-là, on pourra parler des Margaret Junior et des prix pour les jeunes filles. Exactement, avec grand plaisir. Isabelle. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a l'éducation des tout-petits, l'éducation des un peu plus grands. Et je pense qu'on a aussi, nous, dans les entreprises, un rôle d'éducation, de continuer à éduquer, en fait, les collaborateurs. Parce que reformer, quoi. Reformer, finalement. Ou en continu. Ou en continu. Ça, je pense que c'est aussi de notre responsabilité, et à plusieurs niveaux. Il y a former les femmes à l'audace, accepter de se tromper, de prendre des risques, ne pas chercher à être parfaite, c'est ça m'a fait penser. On a un programme chez Sanofi qui est assez sympa, qui s'appelle Elevate, où comme ça, ces futures femmes leaders sont identifiées et sont formées. Il y en a 100 qui ont été formées cette année. Ça, je pense que c'est essentiel, donc c'est même indépendamment de la tech, mais qui pousse vers ces sujets de la tech où effectivement il y a une prise de risque, c'est indéniable. Et puis ensuite, il y a la formation à la tech elle-même. En fait, on est parfois surpris dans des équipes de voir à quel point les gens sont habiles avec les outils qu'ils utilisent au quotidien dans leur vie personnelle et complètement perdus sur les outils tech. Enfin, vous riez, j'imagine que vous le vivez aussi, qu'ils utilisent dans leur vie professionnelle, comme si en fait c'était complètement scindé. Et il faut former et reformer les gens et les éduquer. Et plus que, il faut changer nos façons de former aussi. C'est-à-dire, c'est mettre les gens dans l'expérience. J'expérimente en fait ce qu'est la tech, ce qu'elle m'apporte, ce que j'ai à y gagner. Ça, je pense que c'est aussi de notre responsabilité.
Si je peux me permettre, pendant le Covid, j'ai en tête des clients qui ont utilisé cette période de confinement pour justement aider leurs salariés à se reformer ou à se former à des tas de sujets auxquels ils n'avaient pas été formés auparavant. Et donc ça a été une super... Engie a fait ça en formant des dizaines de milliers de personnes aux valeurs d'Engie justement et à la nouvelle organisation d'Engie. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant comme initiative chez une grande société. Nadine, vous vouliez rebondir? Juste un mot, on voit bien effectivement que la formation est essentielle. Et en fait, si on ne veut pas gaspiller trop de temps à essayer de corriger a posteriori les biais, pour moi, il y a vraiment un moment clé, c'est celui du lycée. D'ailleurs, ça fait partie des propositions qui ont été soulevées. Celui du lycée, faire comprendre les opportunités du monde numérique pour inciter des profils qui se destinent sinon ou qui s'auto-censurent et qui se destinent à d'autres carrières, c'est vraiment le maillon clé. Ça nécessite que les professionnels du numérique puissent accéder aux lycéens, puissent leur présenter ces opportunités, la manière dont le monde a besoin de s'appuyer sur le savoir-faire numérique pour évoluer. Et donc ça nécessite de monter des partenariats avec l'éducation nationale. Et très rapidement, j'aimerais aussi vous entendre, Isabelle et Olivier, sur cette charge mentale dont on parlait tout à l'heure. Je vous entendais dire les mercredis, les 18h, ça veut dire que les femmes doivent être disponibles pour aller chercher leurs enfants. Je m'interroge sur cette charge mentale. Est-ce qu'elle a été partagée en fait pendant ce moment du confinement, ou justement est-ce qu'il a montré l'inégalité? Et chez Sanofi et chez Salesforce, qu'est-ce que vous avez mis en place à l'intérieur de votre entreprise pour éviter justement qu'il y ait ce burn-out d'avoir à tout gérer? Beaucoup de femmes chefs d'entreprise, de start-upeuses en France ont dû arrêter parce que c'est des petites entreprises et elles n'ont pas la possibilité. Et puis ensuite d'écouter Olivier sur justement les outils qui permettent aujourd'hui de télétravailler et qui va devenir la norme de demain. Alors les outils d'abord, effectivement, les outils ont été mis à disposition, ça c'est important pour pouvoir communiquer en fait les uns avec les autres. On a chez Sanofi, alors même avant le Covid-19, une politique en fait qui vise à permettre le télétravail. Donc ça a été effectivement poussé à l'extrême au moment du Covid-19, mais en laissant aussi aux femmes la possibilité, lorsque ça a commencé à s'assouplir, que les risques étaient bien sûr moindres, et avec toutes les mesures sanitaires nécessaires bien évidemment, mais les femmes qui se retrouvaient effectivement coincées à la maison, dans des petits appartements parisiens, avec beaucoup d'enfants, celles qui le souhaitaient pouvaient revenir au bureau, dans des conditions encore une fois de sécurité sanitaire pour elles, pour pouvoir effectivement travailler, donc sous le volontariat bien évidemment. Donc ça a été, je pense, un point important. J'ai une de mes collaboratrices qui me disait « mais quand est-ce que je peux revenir ?» Et donc dès que ça a été possible, en fait, elle est revenue au bureau parce qu'elle rêvait de revenir au bureau. Et inversement, on peut en avoir d'autres qui disaient « non, non, moi je préfère rester à la maison pour telle et telle raison ». Donc beaucoup de souplesse en fait dans l'organisation du travail. Ça, je pense que c'est un point essentiel et auquel on est en train de réfléchir finalement hors Covid-19 parce que finalement on s'est rendu compte que ça pouvait améliorer les façons de travailler et on arrive dans de nouvelles façons de travailler. Donc ça, je pense que c'est un point essentiel. Et puis aussi, on parlait des réunions. Je ne sais plus qui parlait des réunions. C'est vous. Hein. Voilà. Bon, on essaie de pas mettre des réunions à n'importe quelle heure le soir. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui était déjà mis en place, mais sur lequel on a pu revenir en fait. Cette période a été un espèce d'éclairage sur les modes de travail. Et puis les femmes ont su s'exprimer. Et ça, c'était aussi, et on les a écoutées. Ça, je pense que c'est important. C'est ce que vous disiez aussi. Il faut écouter en fait, hein, écouter nos collaborateurs, collaboratrices, c'est important. Mais les hommes ont été parfois en difficulté aussi, hein, parce que certains se sont retrouvés, voilà, à faire à manger aussi quelque peu. Et c'était pas mal parce que les femmes ont échangé aussi de savoir, ah, mais moi mon mari fait ça, donc elles se sont passées des tuyaux. Ça a parfois aussi débloqué des situations. Et juste, Olivier, je vais vous laisser rebondir, mais c'est vrai que sur le temps des réunions, le temps, c'est pas une réunion d'1 heure, mais c'est des réunions de 10 minutes, rapidité, efficacité, ce qui nous, l'ADN féminin finalement, Alors le télétravail, on était déjà à 40% ou 50% avant la crise, donc on est passé à 100%, ça n'a pas été très compliqué pour nous. Maintenant, en sortie de crise, ça va rééquilibrer les choses. C'est juste un nouvel équilibre qui est en train de se dessiner avec une accélération. On a pris des mesures particulières pour aider les femmes à mieux s'organiser. Par exemple, celles qui voulaient, les hommes aussi d'ailleurs, être soignants, on leur a donné 7 semaines de congés payés de plus par an.
pour être soignant. On a donné des primes ou des possibilités de faire des dépenses pour aider les enfants quand les écoles étaient fermées. Et ça aide le couple. Mais ça aide les parents, en fait, à aider les enfants. Et donc, on a investi dans ce temps-là pour permettre à chaque parent d'être mieux en famille. Et des exemples comme ça, j'en ai 4 ou 5, si vous voulez. Mais il faut savoir s'adapter avec agilité. Et quand ça ne marche pas, vous savez quoi? On retire. On retire l'idée et on en fait une autre. Et ça, il faut avoir cette démarche, je pense. La crise nous apprend à mieux nous adapter dans un univers complètement incertain. Et je pense que ce qui est certain, c'est que ça va rester instable pendant longtemps. Donc il faut tous qu'on apprenne à vivre dans un univers, au-dessus d'un univers incertain, comme des sables mouvants, et qu'on arrive à s'adapter et à être heureux là-dedans. Pas évident. On va faire des erreurs. Mais si on est sincère et si on est authentique, on va de l'avant. Ce que disait Darwin, ce n'est pas les plus intelligents ou les plus... C'est pas les plus plus forts qui s'adapteront. Qui survivront, mais c'est ceux qui vont s'adapter. Qui sauront s'adapter. Je m'adresse à Julie et puis à Sophie pour Vivatech et pour l'école 42. On va parler d'un sujet sur l'intelligence artificielle. On parlait des biais. Les robots ressemblent à ceux qui les ont créés. Aujourd'hui, les emplois dans l'intelligence artificielle, on le sait, après Covid, là, va augmenter de 16% cette année. 16%. Et aujourd'hui en France, les chercheurs dans l'intelligence artificielle, c'est 12% dans le monde, et en France, c'est 14,8%. Donc on est bien, mais on est quand même relativement sous-représenté dans ce secteur qui représente le futur et qui gouverne finalement toutes nos décisions. Donc comment on fait peut-être je commence par toi, Sophie, pour un point de vue éducation, et puis on rebondit aussi, Julie, avec tous ces acteurs que tu Comment les entreprises peuvent avoir... tous les ans. Comment on fait pour que enfin cette intelligence artificielle soit représentée par ce qui la gouverne, c'est-à-dire l'humanité dans son ensemble? Je ne sais pas si tu as une formule magique. Moi, je dirais que d'abord, il y avait déjà une prise de conscience de la part des entreprises de tous les scandales qui ont émaillé l'actualité. Les scandales liés, bien évidemment, aux biais. Alors, ce n'est pas les algorithmes qui sont en question, hein, c'est bien évidemment les bases de données sur lesquelles ils travaillent. Parfois les algorithmes, beaucoup moins, mais c'est surtout, en fait, ça met en lumière ou ça agrandit, ça zoome, en fait, sur des biais qui existent déjà et qui sont des biais humains, en fait, bien évidemment. Donc la conscience de ces scandales, il y a eu la carte de crédit Apple qui accordait des crédits bien moindres aux femmes, il y a eu plein de choses, il y a eu les airbags qui protégeaient moins les femmes, mais qui parle de mixité, parle aussi de diversité, puisqu'il y avait aussi des scandales liés à la capacité de reconnaissance faciale des logiciels qui étaient moindres sur des visages à peau noire. Bon, voilà, tout ce genre de scandale, donc déjà la prise de conscience de tout ça, de savoir que évidemment pour pouvoir lutter contre ça, il faut faire venir plus de femmes et plus de diversité, que de toute façon, ça a déjà été dit, une entreprise qui a plus de femmes, plus de mixité, pas plus de femmes, mais plus d'une meilleure mixité, c'est une entreprise qui est plus performante, qui est plus innovante, c'est aussi une entreprise où il fait mieux vivre, hein, tout simplement. Donc il y a un véritable intérêt économique aussi, au-delà des intérêts sociétaux et humanistes. Après, malgré tout, c'est quand même déjà difficile de recruter des talents et encore plus difficile de recruter des femmes parce qu'il y en a moins. Ceci dit, je crois que les femmes savent reconnaître, rien que dans les annonces de recrutement, on voit tout de suite une entreprise qui porte une attention particulière à faire une annonce qui est inclusive et où on sent qu'on va être plutôt bien accueilli. Et il y a toute la problématique qui a été relevée avant, qui est comment on garde les femmes dans les entreprises. Parce que le taux d'attrition est très fort et la principale raison pour laquelle les femmes changent et s'en vont de ces métiers, c'est malheureusement l'univers un peu toxique et les blagues sexistes. Donc c'est à l'entreprise aussi de faire en sorte que les femmes puissent s'épanouir et être heureux dans ces équipes-là. J'ai en tête, alors bon, déjà ici les deux entreprises, mais Scaleway, c'est une entreprise que je connais très bien, où il y a beaucoup de femmes qui sont à des postes clés et à responsabilité, parce que ça aussi, bien sûr, c'est important, les femmes, et parce qu'il y a une véritable volonté réelle et sincère. Je crois que le mot a été prononcé, il est juste, il ne faut pas qu'il y ait une caution féminine, sinon ça ne fonctionne pas. Quand c'est sincère, ça fonctionne, et dans cette entreprise, il y a plein de femmes et à des postes à responsabilité, et la grande chef en intelligence artificielle est une femme. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu évoquais, Sophie. Le premier point, c'est vraiment la prise de conscience des biais induits
par une représentativité trop faible des femmes dans les métiers de chercheurs, dans les métiers de développement, dans les métiers de design, dans les métiers de conception, qui font qu'on se retrouve aujourd'hui avec par exemple des casques de réalité virtuelle qui font mal à la tête aux femmes parce qu'ils n'ont pas été ni conçus ni testés par des femmes. Donc je pense qu'il y a à la fois vraiment la logique de développement et de test où on doit s'assurer que l'échantillon qui développe et qui teste est absolument représentatif des usagers finaux. Et ensuite, il y a la question du recrutement. Aujourd'hui, il y a encore trop de biais dans le recrutement. Donc non seulement, effectivement, on a moins de candidates, mais en plus, elles sont généralement discriminées à l'embauche. Soit elles sont discriminées à l'embauche quand c'est des humains qui recrutent, que ce soit des hommes ou des femmes, parce que c'est des biais cognitifs, parce que c'est une habitude qui se crée, parce que c'est une reproduction des schémas qu'on connaît. Soit c'est des biais algorithmiques, parce que les entreprises ont confié aux seuls algorithmes le soin de faire un premier filtre dans les CV qui recrutent. Et il y a eu des scandales récents, il y en a eu chez Amazon, mais il y en a eu dans plein d'autres boîtes, ou parce qu'ils savent qu'à ces postes de chercheurs ou de spécialistes de l'IA, il y a moins d'hommes, eh ben, ils vont faire remonter en présélection des CV majoritairement masculins. Donc ça recrée un biais dans le biais, et du coup ça crée un cercle qui est vraiment très néfaste là-dessus. Donc je pense que le recrutement sur ces fonctions-là doit être très engagé, et c'est là encore où j'en reviens à la proposition de départ sur les quotas, hein. Il faut peut-être à nouveau en passer par des quotas, y compris à ces niveaux-là et à ces postes-là. Oui, je voulais rajouter quelque chose quelque chose où nous on est très attentifs en fait sur les biais dans l'intelligence artificielle, et en fait nous on croit beaucoup en fait à l'éthique by design. On en a peu parlé, mais en fait sur ces sujets-là c'est juste essentiel. Et donc en fait c'est aussi peut-être faire de façon systématisée, je cherchais le verbe, systématiser une approche éthique forte où effectivement la recherche des biais est faite de façon systématique sur l'ensemble des solutions qui sont développées. Nous avons mis en place chez Sanofi un conseil consultatif d'éthique en santé digitale avec des experts internes sur ces sujets d'éthique, mais aussi des experts externes, avec beaucoup de femmes d'ailleurs, qui s'intéressent beaucoup à ces sujets. C'est aussi un sujet qui intéresse les femmes. Et c'est clé en fait. Ça c'est clé. Et c'est absolument clé. Et on a fait la même chose, et je pense que toutes les boîtes devraient faire la même chose, parce que c'est mettre l'éthique au bon niveau dans l'entreprise, et c'est à nous, humains, de décider ce qu'on veut faire, ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle. Il faut que ça soit, c'est un sujet éminemment sérieux, et il faut que les experts de l'entreprise et en dehors de l'entreprise puissent participer à ces comités d'éthique. Alors, le temps avance, file. Dernière question, et non des moindres, sur le financement. On en a parlé un petit peu avec Julie tout à l'heure. Ce fameux et dernier plafond de verre, cet accès au financement. Et rappelons les chiffres, encore une fois. C'est le déficit de financement entre les femmes et les hommes entrepreneurs en 2013, c'était 300 milliards de dollars. Et aujourd'hui, la différence, c'est 1,7 trillion de dollars. Donc, seulement 2,8% du capital risque total va à des équipes exclusivement féminines, 12% environ à des équipes mixtes, et le reste, plus de 88% aux hommes. Donc, mind the gap. Comment on fait pour réduire cette inégalité qui est essentielle, enfin qui est dramatique pour que les entreprises, d'abord que les femmes entreprennent davantage. Tu l'as dit Julie, les startups françaises, en tout cas c'est environ 11%. Le CAC 40, c'est une femme, c'est Sodexo, il y en avait deux mais il n'y en a plus qu'une. Next 40, c'est Julia Bijawic de Frischti, donc ça veut dire que dans les nouvelles entreprises, on recommence les mêmes stéréotypes. Donc l'accès au financement, quelqu'un veut prendre cette question à bras-le-corps? On doit la prendre tous à bras-le-corps. Mais non, mais justement, qui veut commencer? Puisque je vais... Chacun aura... J'ai évoqué un petit peu tout à l'heure le sujet. Le premier, je pense, c'est communiquer sur son portefeuille. Chaque investisseur doit être un peu redevable de son portefeuille. Il y a de plus en plus de critères qui sont pris en compte pour évaluer
la solidité, la robustesse d'un fonds. Je pense que la diversité et la prise en compte des impacts environnementaux et sociétaux des boîtes dans lesquelles ils investissent doivent être maintenant un des premiers critères quand on évalue les fonds et doivent être un des premiers critères des LPs quand ils décident d'investir dans ces fonds-là. Donc, communiquer sur la part de femmes à la tête des boîtes dans lesquelles ils investissent. 2, recruter plus de femmes investisseurs. Je l'évoquais tout à l'heure. Elles seront plus bienveillantes et plus ouvertes à considérer des dossiers de boîtes montés par des femmes. Et 3, c'est s'engager sur des chiffres concrets sous 5 ans à féminiser largement la part des boîtes dans lesquelles ils investissent. Donc d'où l'argent vient. Il faut s'attaquer à la source du problème et il faut changer la mentalité, la culture des gens qui ont plein d'argent à investir dans la tech. C'est là que ça doit changer. C'est là. Il faut que leurs critères changent, leurs indicateurs, leur culture change. C'est pas évident. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. J'adhère complètement. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui serait peut-être assez simple à faire, mais c'est de mapper déjà les startups qui sont avec des femmes à la tête de ces entreprises et les aider, les soutenir. On parle beaucoup de mentorat, mais les mentorer aussi sur ces aspects qui sont plus business, communication, parce que finalement c'est aussi un gros sujet de communication. Comment je vais communiquer mon projet, comment je porte mon projet, comment je construis un business plan. Et ce dont je me rends compte lorsque je côtoie des startups sur ces sujets de tech, il y a souvent des ingénieurs, ils sont très forts sur leur sujet justement technologie, ils sont un peu moins forts, ou elles sont un peu moins fortes sur ces sujets business. Et je pense qu'il y a aussi ces deux dimensions finalement, d'où la complexité d'ailleurs, hein, parce qu'on leur demande à la fois d'être performants sur le développement des solutions et performants dans la création d'une entreprise. Donc franchement, c'est pas simple. Ben, on se doit aussi probablement d'accompagner ces start-upeuses sur ces sujets en fait de business plus que de tech pour le coup. J'espère que les deux. Sophie, on en connaît des femmes qui sont à la tête de fonds d'investissement et non des moindres. Stéphanie Hospital, oui, Marie Eklund. D'accord, complètement d'accord avec ce qui a été dit. Je sais pas grand-chose. Et de toute façon, il faut qu'en effet, en fait, c'est toujours pareil. On voit bien que les personnes qui sont à la direction, il faut mettre des femmes à des postes de direction pour pouvoir aussi faire changer les choses et des postes à responsabilité, et que les personnes qui ont le pouvoir ou là où il y a l'argent prennent des décisions qui vont dans ce sens-là. Bon, moi, j'ai évidemment un exemple en tête. Xavier Niel, il a volontairement mis une femme à la tête de 42, une femme à la tête de Station F. Et ça a beaucoup changé de choses. Tout à fait. Je voudrais juste dire que le constat que vous avez fait, en fait, c'est le fruit d'un écrêtage successif. Constater, par exemple, qu'il y a très peu de femmes qui font des séries B en levée de fonds, c'est aussi parce qu'il y a très peu de femmes qui font des séries A, et puis même qui font du seed, et donc qui ont commencé par une aventure entrepreneuriale dès le démarrage. Si on arrive à étendre le nombre d'entreprises fondées par des femmes, et effectivement, comme vous le disiez très bien, à diversifier aussi les jurys, donc ceux qui sont amenés à approuver un financement, et faire en sorte que ces jurys représentent mieux la société. On parle beaucoup des femmes, mais il y a également la question de la diversité qu'il faut adresser, je pense, avec la même énergie. Si on arrive à diversifier ces différents moments de vie des entreprises, alors le résultat sera que dans le Next 40 dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on aura certainement davantage de femmes chefs d'entreprise. Absolument, absolument. Eh ben, merci à tous et merci Nadine, parce que je sais aussi que vous avez créé aussi des entreprises, en plus de votre rôle au sein de la direction numérique. J'espère que vous avez des femmes au board. Vous montrez l'exemple trop aussi. petites pour avoir un board, ces entreprises, malheureusement. Les entreprises ou les femmes? Elle est trop Non, petites. les entreprises. Ah, les entreprises. Merci beaucoup. Merci à tous vraiment de cette discussion à bâton rompu. Je vais laisser la parole à une femme, une rôle modèle dans la tech, qui va nous parler de Bruxelles en direct cause Covid. Elle est cofondatrice de Citizen Lab, qui est une plateforme de consultation citoyenne prête à l'emploi pour les collectivités locales, donc vraiment la civic tech. Et on connaît bien Aline puisqu'elle est Margaret 2020. Elle a été élue au prix dans la catégorie européenne. Et on est très fiers de l'avoir à nos côtés. On espère l'UNESCO avait fait une très belle exposition des femmes digitales
Toutes les femmes étaient sur le parvis, et j'espère qu'elle continuera, et elle sera aussi sur ce parvis de ce bel endroit. Aline, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom c'est Aline Meulart, je suis la cofondatrice de Citizen Lab. Il reste encore beaucoup à faire pour instaurer la parité dans le monde de la tech. En Belgique, les femmes ne représentent que 25 des diplômés en sciences. Elles ne représentent que 14% des fondateurs de start-up et ne représentent qu'un membre du conseil d'administration sur 6. Plusieurs solutions s'offrent à nous. Tout d'abord, je crois qu'il est très important de favoriser les interventions des femmes dans la sphère publique et de donner de la visibilité au profil féminin, comme le fait le prix Margaret. En Belgique, l'absence de modèle féminin est la 3e cause citée par les femmes comme frein à entreprendre. En tant que lauréate de ce prix, j'ai eu accès à un réseau de femmes innovantes et ambitieuses, ce qui est moteur au quotidien. Beaucoup de progrès ont été faits en ce sens les dernières années et j'espère voir plus de femmes entrepreneuses et développeuses dans les années à venir. Chez Citizen Lab, nous pensons aussi que la parité passe par des efforts faits sur le recrutement et la formation. Il faut rédiger des offres d'emploi ciblées pour les femmes et constituer des équipes mixtes, surtout dans les équipes de développement afin que les produits et services de demain soient représentatifs et non biaisés. Pour que les femmes se sentent à l'aise dans le monde, il est important qu'elles contribuent à le créer. Continuons à nous soutenir, à nous inspirer et à nous élever mutuellement. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci, Phil. Au revoir. Valérie, merci tout le monde.